Alors, ce soir, nous allons découvrir la vie et l'œuvre de Pierre Martial Sibaud. Je parle plus fort? Non. Vous m'avez entendu? Je fais des efforts. Donc ce soir, nous allons découvrir la vie et l'œuvre de Pierre Martial Sibaud, qui servit à la cour de l'empereur Qianlong au XVIIIe siècle à Pékin. Sibaud était l'un des derniers jésuites qui a été envoyé dans la capitale chinoise dans le cadre de la mission française de Pékin. Après 17 ans passés à la cour de Chine, de Pékin, il décède en 1773, suite, dit-on, à l'annonce de la dissolution de la Compagnie de Jésus par le pape Clément XIV. On en parlera, j'imagine, donc on en est arrivé. Alors, Pierre Martial Sibaud, pourquoi Pierre Martial Sibaud? Il a participé à faire connaître la Chine et à faire comprendre la Chine, tout le monde a essayé à la France à cette époque, dans un siècle des Lumières, par de nombreux écrits. Alors, il a contribué et nous a légué une œuvre considérable. Je veux dire parce que, notamment, les mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages des Chinois. Il passe, je ne sais plus combien de Alors, pour nous parler de tout cela, je vais vous présenter notre conférencier, que nous avons le privilège d'accueillir et à qui je vais laisser la parole dans un instant, parce que quand même. Donc, nous recevons Laurent Sibaud, qui va évoquer pour nous un sujet qui lui tient à cœur, ou devrais-je dire pas un sujet, mais plutôt un personnage, puisque tu vas évoquer l'histoire de ton ancêtre. C'est pas très souvent qu'on peut recevoir quelqu'un qui va nous parler de son ancêtre. Laurent, vous vivez en Chine depuis 20 ans. Vous avez commencé votre carrière professionnelle à la mission économique de l'ambassade de France. Puis vous êtes un entrepreneur, vous avez enchaîné différentes missions. Et finalement, maintenant, vous êtes CEO du groupe Legacy Beauty. Vous commercialisez en Chine. Dans les notes. Mais vous êtes aussi, c'est pour ça que vous êtes là, un homme de lettres, puisque vous avez publié en juin 2022 votre premier livre, que voici, Dans l'ombre des fils du ciel, que je vous encourage à lire, qui est un hommage que vous souhaitiez rendre à votre aïeul. Voilà, et préfacé par Jean-Pierre Raffarin. Merci, je te laisse. Bien, merci Michel pour cette introduction. Merci à la Société d'Histoire de me donner cette opportunité de m'avoir invité à animer cette conférence. Cette conférence dont le titre que j'ai choisi, donc Mémoire concernant l'histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages des Chinois. Alors, ça c'est la version longue, la version courte c'est Mémoire concernant les Chinois, que vous trouverez dans les livres d'histoire ou dans les livres, disons, les études universitaires. Première coopération technique franco-chinoise, 1776-1814. Je veux changer de lumière, si ça... Oui, vous mettez c'est juste pour dire, il y a un... Voilà. Merci. Alors, tout commence. Alors, tout d'abord, effectivement, je vous propose de nous pencher sur le plan de cette intervention. Alors, tout d'abord, on va faire un peu de contextualisation. Puis, eh bien, je m'intéresse à la genèse du projet avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc Mémoire concernant les Chinois, une encyclopédie sur la Chine du XVIIIe siècle, et puis je conclurai. Bien. Alors, tout commence eh bien, à la fin du XVIIe siècle, quand l'empereur, disons deux monarques, décident de rapprocher la France et la Chine. L'empereur, le fils du ciel, Kangxi, le grand-père de Qianlong, nous en parlerons un peu plus tard, un peu plus loin, et eh bien, le roi Soleil, Louis XIV, roi de France et de Navarre. Bien. Alors, Louis XIV, le roi Soleil, envoie ses mathématiciens du roi, ces mathématiciens, donc les mathématiciens du roi, comme les maires les appelaient Chateaubriand. Et donc ils arrivent à Pékin le 7 février 1688 pour fonder
1688, pardon, pour fonder la mission française en Chine. Alors, l'entreprise a 3 missions. Tout d'abord, bien sûr, apostolique, ce sont des jésuites, mais aussi, eh bien, le but est de contribuer au développement des échanges dans le domaine des sciences et techniques, car ce sont aussi des scientifiques, et ce sont des hommes, eh bien, des Lumières. Ils savent, ils ont toutes les sciences qui les intéressent, et ils s'intéressent à toutes les sciences. Et enfin, favoriser l'influence de la France en Extrême-Orient. Alors là, c'était plutôt, eh bien, pour contrebalancer l'influence du Portugal, qui avait pris pas mal d'avance, mais aussi de Rome. Et alors, quand ils arrivent à Pékin, eh bien, nos jésuites vont s'installer avec leurs collègues portugais, qui ne sont pas ravis de les voir arriver, je vous laisse imaginer. Il se passe quelque chose de très important en 1693. On nous dit que l'empereur Kangxi, eh bien, tombe malade, il a une forte fièvre. Et nos jésuites français, eh bien, vont lui, on nous dit, vont préparer des plantes médicinales et de la quinine. Et l'empereur Kangxi, eh bien, cela va faire baisser la fièvre. Et l'empereur, pour les remercier, va leur offrir, va leur céder plutôt, une résidence indépendante, eh bien, au sein de la cité impériale. Alors pourquoi c'est très important? Parce que les autres jésuites, eh bien, ont leur résidence non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur de la cité impériale. Et je le pense, enfin j'en suis persuadé, grâce à cela, eh bien, les jésuites français et les Français vont eh bien, construire une relation privilégiée avec le pouvoir chinois et bien sûr l'empereur. Alors, les jésuites, eh bien, nos jésuites français écrivent beaucoup. Et le premier ouvrage, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler aussi ce soir de littérature, et le premier ouvrage qui va rendre célèbre l'activité jésuite en Chine est publié en 1696, un ouvrage du père Lecomte, Nouveau mémoire sur l'état présent de la Chine, qui sera suivi par les lettres édifiantes et curieuses. Et tout cela, eh bien, cela va permettre de eh bien, nourrir un intérêt pour la Chine en France et puis même en Europe plus généralement. Alors, à l'époque, eh bien, il faut le dire, effectivement, la querelle des rites empoisonne les relations entre l'Église et le pouvoir chinois, mais également entre les missionnaires entre eux. Et alors, la querelle des rites, qu'est-ce que c'est? Ce sont des discussions entre missionnaires sur la question de permettre ou d'interdire aux Chinois convertis toute participation aux rites traditionnels, dont le culte des ancêtres. Alors, pourquoi c'est très important? Parce que, alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, ces discussions n'appartiennent pas seulement au XVIIIe siècle, comme souvent on peut l'entendre, mais commencent eh bien, au XVIIe siècle, à la mort de Matteo Ricci, et vont durer tout le long du XVIIe siècle jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, quand le pape va décider en 1742 d'interdire justement ces rites. Alors ces rites, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait déjà au départ un malentendu du côté chinois, puisque on nous dit que effectivement les lettrés, il semble que les lettrés chinois n'aient accordé au rite qu'une importance civile et politique, tandis que le peuple chinois en faisait un acte religieux, d'où justement ce malentendu. Donc un malentendu du côté chinois et deux visions de missionnaires qui s'opposent finalement, à savoir, et la question justement qui est importante, à laquelle il fallait répondre, donc fallait-il conserver
tout ce qu'on pouvait des pratiques traditionnelles des orientaux ou exiger une conversion tellement absolue qu'elle devenait une sorte d'occidentalisation. Voilà. Alors, quand le pape prend la décision d'interdire ces rites en 1742, eh bien, l'empereur Tianlong, furieux, décide d'interdire la présence des jésuites en Chine, sauf ceux qu'il souhaite garder auprès de lui dans son ombre, dans l'ombre du Fils du ciel. Et pourquoi c'est important? Parce que cet événement va avoir une incidence sur la vie de nos jésuites à Pékin, parce qu'à partir de ce moment-là, sur la deuxième moitié du XVIIIe siècle, eh bien, nos jésuites vont être confinés, si on peut dire, dans l'enceinte de la cité impériale. Okay. Alors, qui est cet homme? Cet homme, c'est Henri-Léonard Jean-Baptiste Bertin, contrôleur général des finances en 1759, secrétaire d'État, il a aussi été ministre des Affaires étrangères, très proche de Louis XV. Alors, il sera même maintenu dans ses fonctions par Louis XVI. Et voici quelqu'un, au sommet de l'État français, qui se découvre une passion pour la Chine. Et alors, on nous dit aussi, effectivement, le petit ministre avait la haute main sur la Compagnie des Indes, les manufactures de coton, de porcelaine, l'agriculture, les mines, les haras, la navigation fluviale et ses canaux, les messageries, les loteries, etc., etc. Donc, voici quelqu'un qui se découvre une passion pour la Chine. Et il faut dire qu'à l'époque, alors nous sommes maintenant, vous l'avez compris, hein, au milieu du XVIIIe siècle, à l'époque, eh bien, en France, les finances, l'état des finances du Royaume de France sont catastrophiques. Et le bon roi, disons, Louis XV, eh bien, se demande, mais comment puis-je redonner le lustre passé, le lustre du grand siècle à la France du XVIIIe siècle? Un jour qu'il est bien avec ses ministres, il leur lance, et bien, écoutez, j'ai trouvé, nous sommes d'avis qu'il faut changer l'esprit de la nation. Et Bertin, dans la salle, lui répond, sire, pour ce faire, la solution serait d'inoculer aux Français l'esprit chinois. Alors, facile à dire, pas forcément facile à faire. Ce qui est effectivement intéressant, alors une des premières idées de Henri Bertin va être de recruter des Chinois qui étaient, dit-on, en France depuis déjà quelques années, des Chinois qui étaient passés par Beitang, qui est la résidence des jésuites français de Pékin, qui avait suivi une formation préliminaire de 4 ans au sein de la mission française, et puis qui était parti clandestinement. Alors je le rappelle, hein, à l'époque, on ne pouvait pas quitter la Chine, les Chinois ne quittaient pas la Chine, c'était interdit. Donc ils s'embarquent clandestinement sur un bateau de la Compagnie des Indes, et ils arrivent en France en 1755. Et ils vont suivre une éducation religieuse, ils vont parfaire leur éducation religieuse, ils vont être ordonnés de prêtres, on va leur dispenser, ils vont étudier les humanités, etc. Juste avant de repartir, le roi, donc Louis XV, suivant les conseils de Bertin, demande à nos deux Chinois de prolonger leur séjour en France afin de faire découvrir les industries françaises et pouvoir effectuer une comparaison avec celles de la Chine. Donc l'objectif, c'est de participer à l'amélioration des industries françaises et chinoises. Donc ils vont visiter les manufactures
royale, ils vont à Lyon. À Lyon, à l'époque, d'ailleurs c'est toujours maintenant, mais à Lyon, à l'époque, eh bien, c'était une ville très industrielle, donc il y avait beaucoup de manufactures royales. On nous dit qu'ils vont visiter les usines de soieries, même on leur donne, disons, ils reçoivent en cadeau du roi une petite imprimerie portative, et ils repartent en Chine, et bien justement avec une liste de questions de Bertin, de Turgot, d'autres commis de l'État, de grands commis de l'État français. Et l'idée, effectivement, c'est quand ils rentrent en Chine, c'est d'envoyer des rapports, justement, sur ces questions, sur les objets qu'ils ont, sur les rapports qu'on leur a, pardon, les listes de questions, les questions qu'on leur a données à leur départ de France. Et ils vont eh bien, rentrer au Beitang, donc à la résidence des jésuites en Chine, et ensemble, avec les jésuites français, eh bien, à Pékin, ils vont envoyer des rapports à Versailles. Et Bertin, d'ailleurs, donc le ministre Bertin, va récupérer ces rapports et les archiver dans son cabinet de curiosités chinoise. Suite à cela, donc, eh bien, un échange en fait, épistolaire va être initié, puisque Versailles va répondre, et de cet échange, en réalité, de cet échange épistolaire, va naître le recueil des mémoires concernant les Chinois. J'ai une excellente citation que je vais vous lire, qui résume très très bien effectivement disons ce que je viens de dire, une citation de Michel-Henri Kovalevitch dans l'image de la Chine dans la France des Lumières de 2017. Je cite, ce recueil est le fruit d'une correspondance qu'on entretient depuis 10 ans avec les missionnaires qui sont dans cet empire et avec 2 Chinois qui ont demeuré autrefois en France, où ils ont appris les sciences d'Europe. Ils retournèrent à la Chine en 1765 avec des mémoires et des questions sur tous les objets sur lesquels on désiroit d'avoir des éclaircissements. Ce sont les réponses à ces mémoires que l'on se propose de publier tous les ans, et le volume que nous annonçons est le premier de ce recueil. Alors, et donc, excusez-moi, c'est dans le Journal des Savants de février, Journal des Savants de février 1777. Alors, oui, les mémoires concernant les Chinois, donc rentrons effectivement dans le cœur du sujet. Une encyclopédie sur la Chine, c'est une encyclopédie sur la Chine en réalité du XVIIIe siècle, c'est une photo. Pour citer Joseph Dehaene, qui est un excellent historien jésuite qui a d'ailleurs habité à Shanghai dans l'entre-deux-guerres, qui a été aussi enseignant, il a enseigné l'histoire à la faculté, à l'université à Shanghai. Comme il l'écrit dans une grande collection Mémoires concernant les Chinois, paru dans le bulletin de l'école française d'Extrême-Orient en 1983, je cite, « Il ne s'agit pas en effet des seules questions que se pose dans toute l'Europe la sinologie naissante, mais de beaucoup d'autres qui intéressent l'histoire, les sciences physiques et naturelles, la médecine, les techniques, la littérature, tous les grands problèmes qui agitent le siècle des physiocrates, qui fut aussi celui des encyclopédistes et des découvreurs, s'y retrouvent. » Alors, je vous ai mis ici une étude comparative de Pierre Martial Cibaud sur, parce que c'était la mode à l'époque, de comparer, de faire le lien, on va dire, entre l'ancienne Égypte, de trouver un lien, c'est ce que certains orientalistes ont fait, donc notamment Joseph de Guigne,
trouver un lien entre la civilisation de l'ancienne Égypte et la civilisation chinoise. Et donc il y a eu de nombreuses, de nombreuses études, et là, en l'occurrence, dans le premier, cette étude, donc vous pourrez la trouver, je vous le passerai parce que j'ai pris le mémoire concernant les Chinois, le tome 1 que j'ai ici. Vous pourrez ensuite regarder, mais effectivement, donc elle est, cette étude, dans le premier tome des mémoires concernant les Chinois, et vous pouvez voir qu'un certain nombre de caractères sont identiques, de caractères chinois, disons, à certains hiéroglyphes. Donc c'est assez intéressant. Si vous voulez en savoir plus, j'en ai plus parlé dans mon livre que j'ai écrit, mais effectivement, ici, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas forcément m'étendre sur le sujet. Alors, les mémoires concernant les Chinois, c'est une œuvre qui s'inscrit dans son époque, écrite par des hommes de leur époque. Alors pourquoi je m'explique. Une œuvre qui s'inscrit dans son époque, eh bien parce que le siècle, le XVIIIe siècle était le siècle des Lumières, était le siècle des philosophes, mais également et surtout le siècle des encyclopédistes. Et en réalité, ce qu'on a voulu faire avec les mémoires concernant les Chinois, c'est une encyclopédie sur la Chine du XVIIIe siècle. Et c'est une œuvre écrite par des hommes de leur époque. Pourquoi ? Comme je le disais tout à l'heure, car nos jésuites eh bien, sont véritablement des hommes des Lumières. Alors, pour prendre l'exemple de Pierre Martial Cibaud, il est à la fois eh bien, homme d'église, il est linguiste, historien, philologue, mécanicien, botaniste et bien sûr écrivain puisqu'il écrit. Ce sont effectivement pour définir effectivement ces mémoires, ce recueil, cette collection, on peut dire que c'est 8000 pages pour parler en chiffres d'observations astronomiques, de traités d'histoire naturelle, de pharmacie, de médecine, d'enquêtes sociologiques, d'études politiques, philosophiques, religieuses, etc., etc. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas le premier recueil sur la Chine écrit par des jésuites, puisque à partir de... Alors, on a parlé effectivement de l'ouvrage du best-seller du Père Lecomte, mais on a eu ensuite les lettres édifiantes et curieuses, qui étaient un recueil également, comme les mémoires concernant les Chinois. Et puis, effectivement, toutes ces... et puis d'ailleurs, les mémoires concernant les Chinois également vont contribuer à nourrir cet intérêt pour la Chine, mais les mémoires concernant les Chinois, eh bien, est un recueil qui arrive en fait comme une rupture, parce que jusqu'à présent, eh bien, en l'occurrence, les lettres édifiantes et curieuses mettent en avant l'édifiant, le curieux, alors que les mémoires concernant les Chinois, eh bien, s'inscrivent s'ancrent dans la réalité. Et nos jésuites recherchent cette réalité, cette vérité, tandis que, effectivement, jusqu'à présent, on est dans une Chine idéalisée. Que les philosophes, effectivement, du XVIIIe siècle, souvent, soit idéalisent, soit dénigrent. J'ai une excellente citation, justement là, de Michel-Henri Kovalevich dans l'image de la Chine dans la France des Lumières. La Chine était bien présente dans l'œuvre des philosophes des Lumières de langue française, et cette assiduité ne s'estompa guère au cours du siècle. Nous pouvons facilement discerner deux sortes d'approches de la Chine. D'un côté, une fascination, comme dans les œuvres de Voltaire, et de l'autre, une répulsion, surtout dans celle de Montesquieu.
C'est justement à cette interprétation tantôt exagérée et tantôt trop rapide que s'opposa Pierre-Martial Sibaud. Son œuvre, publiée en France par les soins des jésuites parisiens, dont la majeure partie à titre posthume, livra d'importants rectificatifs à ces interprétations hasardeuses, je ferme les guillemets. Donc ça résume très très bien, finalement, cette rupture entre des œuvres qui sont écrites par les jésuites sur la première moitié du XVIIIe siècle et qui vont contribuer à idéaliser la Chine, et justement les mémoires concernant les Chinois qui proposent une image réelle de la Chine. Donc Pierre-Martial Sibaud, principal contributeur des mémoires concernant les Chinois, fait atterrir tout le monde et est vraiment à la recherche finalement de la vérité. Bien. Alors, si vous voulez bien, regardons un peu je vous propose de regarder la table des matières du tome 1, du premier tome des mémoires concernant les Chinoises. C'est justement ce que je viens de vous dire. Cet ouvrage représente une rupture, tandis qu'effectivement les lettres édifiantes et curieuses mettent en avant l'édifiant et le curieux. Alors, sur ce premier tome, dans ce premier tome que j'ai ramené ici, vous voyez, il y en a 17 comme ça, donc c'est quand même déjà un beau sandwich. Dans ce premier tome, sont surtout abordées des questions liées à l'Antiquité, à l'histoire. Donc au début, on se cantonne à trois sujets, trois questions, alors que vous allez voir par la suite, on va traiter de sujets vraiment très divers et variés. Donc ces trois questions qui passionnent les milieux savants de la fin du XVIIIe siècle sont les suivantes. Tout d'abord, l'origine des Chinois. On en parlait tout à l'heure avec un lien que l'on veut faire entre l'ancienne Égypte et la Chine. La chronologie chinoise. Ensuite, et là, dans ce cas-là, nous avons un essai au début du premier tome de Pierre-Martial Sibaud qu'il va dédier justement à Henri Bertin, au contrôleur général des finances. Pourquoi il écrit justement sur la chronologie chinoise? Eh bien parce qu'il a l'impression que l'Antiquité des Chinois a toujours été mal interprétée et souvent source de suppositions. Donc selon lui, le sujet de l'Antiquité chinoise méritait une étude approfondie de la question afin de trancher une bonne fois pour toutes sur les problèmes issus des débats antérieurs des théologiens. Alors, c'est pour cette raison qu'il va adresser une épître au ministre et qu'il y insérera des explications concernant la question. Donc Pierre-Martial Sibaud soutient que l'empereur en 2356 avant Jésus-Christ est le fondateur de la civilisation chinoise, et c'est un point de vue qui n'est pas partagé par tous, notamment par Amyot, le père Amyot, que, il me semble, vous connaissez déjà plutôt bien, la Société d'Histoire connaît, et dans le second tome, Amyot va lui répondre. Mais qu'est-ce qui est important finalement ici, c'est de voir ils n'étaient pas tous d'accord dans cette communauté jésuite. Ce n'était pas forcément évident, mais ils n'étaient pas tous d'accord et chacun avait effectivement son libre arbitre. Alors, après la chronologie chinoise, et puis, ensuite, comment rendre raison des caractères chinois et trouver des théories qui les expliquent. Là.
Alors, comme le dit Michel-Henri Kovalevich dans l'image de la Chine dans la France des Lumières, cette source, je cite, incontestable du savoir sur la Chine et de haut niveau scientifique qui fit autorité pour des générations à venir, fut répartie en 17 volumes, c'est ce que je vous disais. Cibot inaugura la série dont l'approbation date du 18 février 1774 et le privilège du roi du 21 août 1775. Pardon. Alors, je vous ai mis ici deux portraits. Le premier, celui qui est au centre, eh bien, c'est le portrait de l'empereur Tianlong. Donc Tianlong, le fils du ciel, empereur de toutes les Chines, qui apparaît, ce portrait, avant la première page du premier tome des mémoires concernant les Chinois. Alors, je vous la montre, elle est ici. Ensuite, je vais vous passer le... Voilà. Donc, elle est ici, vous voyez. Et alors je ne sais pas si vous pouvez la lire, c'est un peu loin, mais il y a justement en guise de légende un éloge à l'empereur. Donc les jésuites français ne cachent pas leur admiration pour ce souverain éclairé. Et eh bien, je cite, occupé sans relâche à tous les soins divers d'un gouvernement qu'on admire, le plus grand potentat qui soit dans l'univers et le meilleur lettré qui soit dans son empire. Saint-Michel. Donc je vous laisse regarder un peu, en plus je vais en profiter pour vous le passer. L'autre portrait qui apparaît à droite, c'est le seul portrait que nous ayons de Pierre Martial Cibot, de mon ancêtre. Et pourquoi je les ai mis l'un à côté de l'autre, c'est qu'il y a une raison. En réalité, eh bien, il y a un point commun. Ces deux portraits ont été réalisés, en fait, ont été faits par la même personne, Giuseppe Panzi, qui est italien, artiste et jésuite de son état, et donc qui est à l'époque avec Pierre Martial Cibot à la cour de l'empereur. Et je cite encore Joseph de Herne, dans une grande collection, qui nous dit ainsi: il se confirme que dès les premiers tomes de la collection, Amyot et Cibot se disputent la part du lion dans la place qui leur est faite. Donc, on a parlé tout à l'heure de la chronologie, et bien, voilà. Dans le deuxième tome, le principal collaborateur de Pierre Martial Cibot, le père Amyot, eh bien, va répondre à Pierre Martial Cibot. Il avance effectivement dans son étude sur l'antiquité des Chinois prouvée par les monuments une hypothèse tout à fait différente de la sienne. Il y défend l'intégralité de l'histoire de Chine et de ce fait s'oppose à l'interprétation de mon ancêtre. Ainsi, nos jésuites fournissent deux excellentes études contradictoires reflétant les deux écoles historiques développées au sein de la Compagnie de Jésus à Pékin. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, ils ne sont pas tous d'accord. Et on l'avait d'ailleurs vu aussi quelques dizaines d'années auparavant avec le père de Videlou, l'un des fondateurs de la mission française de Pékin, qui était, lui, pour justement l'interdiction des rites, alors que tous les autres, eh bien, étaient pour, disons, favoriser, pour les autorités. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Et alors, mis à part cette étude historique approfondie du père Amyot, le second volume ne contient que des écrits de Pierre Martial Cibot. Bien. Alors, je vous ai mis quand même sur ce slide, on peut voir, admirer une partie de l'album Serre chinoise de 1777, avec des vues superbement peintes d'une serre. Et donc c'est, alors en réalité, c'est
ces illustrations ont été réalisées par un artiste chinois, donc on ne sait pas qui c'est, mais cela montre bien que eh bien, donc, nous avons des Chinois qui participent aux écrits disons, que l'on trouve contenus dans les mémoires concernant les Chinois, mais également eh bien, qui réalisent des illustrations, des gravures. Voilà. Alors continuons si vous le voulez bien. On ne va pas voir tous les tomes, malheureusement nous n'avons pas le temps. Donc je vous propose de regarder rapidement le tome 4, qui est intéressant parce qu'on voit que les sujets deviennent de plus en plus, et les thèmes de plus en plus variés. Alors on peut citer effectivement, alors, vous voyez, doctrine ancienne et nouvelle des Chinois sur la piété filiale, mémoire sur l'intérêt de l'argent en Chine, la petite vérole, donc de la médecine, notice du kung-fu, physique, histoire naturelle, etc., etc. Vous voyez, la botanique. Et on peut dire alors que dans ce quatrième volume, eh bien, Pierre Martial Sibaud fournit les contributions les plus connues qui eh bien, restèrent une source incomparable du savoir sur la Chine et qui lui garantirent sa renommée jusqu'à nos jours. Hein, donc, la doctrine ancienne et nouvelle des Chinois sur la piété filiale, le mémoire sur l'intérêt de l'argent en Chine. Alors, je vous ai mis ici à droite la copie du manuscrit original du mémoire sur l'intérêt de l'argent en Chine. Voilà. Et donc, ce tome est agrémenté de notices concernant la botanique et la médecine chinoise, rédigé par Pierre Martial Sibaud. Le tome 11, eh bien, je pense que c'est même encore, on y va encore plus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, on voit des thèmes qui sont très divers, très variés, notamment, eh bien, vous voyez, chronique météorologique et astronomique, les bêtes à laine en Chine, donc de la faune, la flore, la préparation du petit indigo. Donc voilà, les matériaux de construction, la chaux noire de Chine, le lioli, mais aussi voilà, notice sur le borax, les arts pratiques en Chine, Confucius aussi, voilà, un mémoire du père, une lettre pardon, du père Amiot, électricité et magnétisme. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que à l'époque, dans le journal des savants, on trouve eh bien, un article justement sur la sortie de ce 11e tome. Et même, disons, voilà, même eux disent, bah, effectivement, il y a on traite de beaucoup de sujets. On s'est intéressé donc à rendre, je cite, ce nouveau volume intéressant par l'importance et la variété des matières, c'est-à-dire qu'il renferme des mémoires sur une infinité de sujets différents. Et plus loin, enfin des lettres qui renferment des détails très étendus sur les derniers événements arrivés à la Chine et sur divers autres objets relatifs à l'électricité, au magnétisme et à l'aérostatique. Journal des savants, numéro d'octobre 1786. Voilà, alors écoutez, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, les mémoires concernant les Chinois, eh bien, c'est une œuvre majeure, c'est la première coopération technique, on peut dire franco-chinoise. Par contre, alors c'est un amas d'écrits un peu dans un désordre, alors comme on peut utiliser un néologisme du XVIIIe siècle dans le plus charmant désordre, donc un amas d'écrits hétéroclites, et d'ailleurs, bien en lisant Joseph de Herne, lui se plaint effectivement du fait que, eh bien, il y a beaucoup trop de sujets que l'éditeur aurait dû eh bien, classer peut-être disons en plusieurs livrets, peut-être mettre voilà, l'histoire d'un côté et puis la littérature, disons
les caractères chinois d'un autre, etc. etc. Donc, effectivement, comme Joseph de Herne le dit, eh bien, il a manqué un dual à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que les recommandations des auteurs contenues dans ce recueil n'ont généralement pas été suivies. En général, ces recommandations n'ont pas été suivies. Mais que cette collection eh bien, a permis finalement de diffuser la culture chinoise en France et plus largement en Occident, notamment le confucianisme. Donc Pierre-Marcel Thibault a été finalement à l'origine de la diffusion du confucianisme grâce justement aux mémoires concernant les Chinois en France et en Europe. Et puis, c'est une rupture, comme je vous le disais, puisque eh bien, ce recueil a permis aux Français et aux Occidentaux en général de mieux comprendre les Chinois, de voir une Chine, disons la vraie Chine, une Chine qui ne soit pas idéalisée, telle qu'elle est. Voilà. Et donc c'est la grande différence avec tout ce qui avait été écrit auparavant. Alors, je voulais vous montrer aussi ce dessin qui est un croquis de notre belle église du Beitang qui a été détruite à Pékin au début du 19e siècle. Et pour terminer, eh bien, je terminerai sur une autre citation de Michel-Henri Kovalevitch. Grâce à ces hommes, la vieille marotte pour les choses étranges de la Chine, les chinoiseries de Madame de Pompadour s'estompa pour faire place au savoir que nous apprécions jusqu'à nos jours. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, il me reste à vous remercier pour votre attention. J'espère que cette intervention vous aura donné l'envie de découvrir un peu plus cette œuvre majeure dont Pierre-Marcel Thibault fut le principal contributeur. Je ne peux m'empêcher de clore cette intervention sur une citation encore de Joseph de Hergne, en 1983, évoquant les nombreux écrits et dessins qui n'ont jamais été publiés dans ses mémoires. On pense, je cite, on pense aussi à l'admirable collection de dessins coloriés envoyés par les missionnaires du XVIIIe siècle concernant les animaux et les plantes, ou encore, entre guillemets, les cris de Paris, à l'instar des cris les cris de Pékin, à l'instar des cris de Paris, pouvant faire à notre époque l'objet de publications en couleur à bon marché. Les mémoires concernant les Chinois n'ont pas dit leur dernier mot. Merci.